Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bon patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500. Comment ça va le G500? Ça va bien. Très bien. Mais vous êtes que 500? Ouais. Que 500. Non, ça a grimpé Il encore. paraît, mais en fait, ça a grimpé grâce à Sud Radio. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bientôt, ce sera le parti le plus fort de France. Alors, c'est pas un parti. Bah mais si, un vous êtes... mouvement. non, parce que vous êtes des bons partis, c'est pour ça que Notre je sais. stratégie est dévoilée par Cécile de Minibus en direct. Je Elle vous a ai tout compris. outé, je vous ai C'est ça. totalement outé. En tout cas, vous souhaite Elle la attend un bienvenue. poste de ministre. Ah, mais je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas si je suis ministrable, mais en tout cas, ça se saurait. Bref, allez, bienvenue au sommaire de cette émission. Le vote électronique est-il le meilleur outil pour lutter contre l'abstention? C'est une vraie question. C'est un débat ouvert depuis quelques années. L'association Electis défend cette solution New Tech et propose une plateforme sécurisée, aussi bien aux collectivités locales qu'aux entreprises. Et nous serons bien entendu en direct avec Gilles Montré, qui est avec nous, le président et le fondateur, qui va nous ouvrir en quelque sorte le centre de recherche. Et après, on va mettre les voiles. Oui, l'art devient sponsor. Une première dans le monde de la course à la voile. Le skipper Nicolas Rouget, à la tête d'un projet fou, financer son tour du monde dans la course du Vendée Globe grâce à la vente d'une immense toile de 300 mètres carrés peinte sur ses voiles. Une aventure extraordinaire. Bon, moi par contre, le passage du Cap Horn et du Cap de Bonne-Espérance, ça me fait un peu peur, pas vous? Eh ben, on vous le demande pas, donc ça tombe bien. Vous n'y serez pas. C'est en Allez. solitaire, hein, c'est en fraîcheur. Il n'a pas compris. compris. Je vous explique en ne vous inquiétez pas. Allez, bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Pour le premier tour, ils étaient 1,5 million de citoyens dans 82 communes à voter électronique. Mais voilà, file d'attente, énervement, suspicion, la machine ne fait pas l'unanimité. Une file d'attente pareille, depuis 50 ans que je vote, j'ai jamais vu comme ça. Et pour en parler, Gilles Montré est avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président fondateur d'Electis. Stéphane Pellet, le vote électronique, l'avenir peut-être? Peut-être, on n'en est pas sûr, mais on sera convaincu en fin d'émission, ça j'en suis sûr. Gilles Montré, bonsoir, ravi de vous recevoir. Et comme on le disait tout à l'heure, Gilles est aussi l'un des cofondateurs du G500. De temps en temps, il faut aussi recevoir les amis, ça fait très plaisir. Et qui ont des choses à dire. Vous avez fondé, oui, toujours. Vous avez fondé Electis avec Franck Nouriga, c'est ça. Je ne reviens pas sur votre parcours exceptionnel, méritocratique et puis aussi diplomatique. Finalement, vous vous êtes concentré sur un sujet qui revient à chaque élection. Est-ce qu'on pourrait voter autrement? Est-ce qu'on pourrait voter plus vite? Est-ce qu'on pourrait motiver les gens? Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce taux d'abstention assez délétère finalement dans notre démocratie? Voilà. Comment on peut faire pour que le vote électronique s'impose, Gilles? Alors merci Stéphane. Je vais commencer par vous décevoir. Parce que je voudrais faire un disclaimer. Je pense que le vrai enjeu du vote électronique, ce ne sont pas les élections nationales. Il ne s'agit pas de remplacer nos systèmes actuels par des systèmes de vote électronique aux présidentielles, aux législatives. En tout cas, ce n'est pas l'urgence. Il y a des systèmes qui fonctionnent. Alors, je sais qu'il y a quand même un tiers des Français qui pensent que les élections sont fraudées tout ou partie du temps. Mais enfin, C'est la question que beaucoup de gens se posent. Voilà, mais bon, grosso modo, quand même, nos élections fonctionnent. Il ne s'agit pas d'entrer dans des débats qui ont été hystérisés aux États-Unis autour des machines à voter, entre, vous vous souvenez, Trump-Biden. Je pense que c'est pas ça. Et déjà, il y a bien longtemps, entre Gore et Bush en Floride, rappelez-vous, quand on comptait les l'an petits, 2000. Absolument, quand on comptait les tickets qui avaient été poinçonnés ou pas poinçonnés. Donc, je pense que notre démocratie n'a pas besoin d'une polémique de plus. Elle a plutôt besoin de polémiques en moins. Or, pour avoir des polémiques en moins, et c'est pour ça qu'on est engagé Electis, il faut permettre aux citoyens de s'exprimer plus régulièrement, en dehors de ces grandes élections. Alors évidemment, on pense à la Suisse, on les voit qui votent tous les trimestres. Et on se dit, c'est pas notre culture. Mais franchement, entre voter une fois tous les 5 ans en France et voter une fois tous les trimestres en Suisse, il y a peut-être une marge. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment sur le débat, sur les retraites,
Ça veut dire que, pardon, je vous coupe finalement le vote électronique aujourd'hui pourrait, comme la Suisse, être des mini-référendums. Ça veut dire qu'il y a une frustration peut-être de ne pas avoir des passages plus réguliers sur le vote et de pouvoir s'exprimer. Je reviens sur les retraites, si vous me permettez, c'est le minimus. On sent bien qu'aujourd'hui, entre la légitimité questionnée par certains d'un gouvernement à imposer une réforme, la légitimité de syndicats avec des taux de syndicalisation qui sont en dessous de 10% à s'y opposer, et la légitimité du Parlement à débattre de cette réforme quand on voit ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, on se dit mais c'est en fait qui est-ce qui décide, qui est-ce qui est légitime, qui est-ce qui vote. Et il y a eu plein de voix pour dire mais pourquoi il n'y a pas un référendum sur les retraites. Et on se rend compte d'ailleurs, parce que toujours la même rengaine, de dire mais est-ce que les citoyens sont assez informés sur les retraites. Quand on fait des sondages, on voit que la majorité des Français ont très bien compris les paramètres du débat, ont très bien compris ce qu'il y avait dans la réforme d'Emmanuel Macron, ont très bien compris quelles étaient les alternatives. Peut-être qu'il faut voter. Alors, avant de voter au niveau national sur ces grands enjeux, allons-y pas à pas. C'est un enjeu tellement important. Commençons par voter au niveau local. On travaille avec plein de maires, je finis juste Stéphane sur ce point, plein de maires qui disent mais moi j'ai envie de consulter mes citoyens sur plein d'enjeux du quotidien. J'ai pas nécessairement été élu pendant 6 ans sur tous les sujets. Peut-être que pour réfléchir à la médiathèque, la décentralisation du vote. Oui, je peux consulter mes citoyens. Cécile le disait tout à l'heure, on ouvre un peu le capot là, du centre de recherche Electis et ses universitaires. C'est quoi d'abord le vote électronique et qu'est-ce qui le différencie entre le national et le local? Expliquez-nous ce qui est légitime ou pas d'être fait. Alors déjà, le mot vote électronique recouvre plein de choses. Oui. Quand on parle de vote électronique, et je pense quand il y a un besoin démocratique, c'est surtout sur le vote électronique à distance. La capacité à voter depuis son téléphone, son ordinateur, sans avoir à se déplacer. Comme on fait pour les élections prud'homales, par exemple. Comme on fait pour les élections prud'homales, comme on fait pour les élections maintenant en entreprise, les élections des représentants du personnel. Et comme on va le faire bientôt pour toute une série de sujets. Et vous proposez quoi? C'est quoi votre plateforme? Donc, ce sujet du vote électronique, en fait, il a été très peu travaillé pendant des dizaines d'années. Parce qu'il n'y avait peut-être pas besoin, ou peut-être parce que d'ailleurs, les gouvernants n'avaient pas tellement envie de donner cette voie-là aux citoyens. Ou mal accompagné, sujet mal accompagné. Sujet mal accompagné, très peu investi, et donc des solutions un peu à l'ancienne, qui ne sont pas du tout résistantes aux attaques extérieures, qui sont très peu résistantes à ce qu'on appelle l'identification, la capacité à vérifier que c'est bien vous qui votez, et puis surtout, qui ne permettent pas de vérifier son vote. En fait, pour qu'on gagne la confiance sur une élection, pourquoi on a confiance dans le vote papier? Plus ou moins, mais quand même plutôt plus que moins. C'est parce qu'on voit l'urne électronique, on voit les bulletins dedans. Et on voit le bulletin qui tombe. On voit le bulletin, et on se dit mon bulletin il est là. Les cadenas. Et si je dois refaire, et il y a les cadenas, et il y a des clés. Et donc, ce qu'on a voulu refaire, c'est le même schéma, c'est-à-dire une urne électronique avec des bulletins électroniques dont chacun peut retrouver son bulletin, avec des clés pour ouvrir cette urne, et une solution, ce qu'on appelle de cryptographie, pardon d'être un peu technique, qui fait que vous savez que c'est votre bulletin, mais personne d'autre ne le sait. Vous savez qu'on ne l'a pas modifié, qu'on ne l'a pas tripatouillé, mais personne d'autre ne le sait. Parce que l'anonymat, c'est un point aussi important. C'est essentiel. Je vous prends un exemple. Quand vous votez aux élections américaines, il y a 2 périodes d'élection, la période présidentielle avec la moitié du Congrès et les midterms. Mais on vote dans certains États pour 30 choses à la fois, un référendum sur faut-il imposer telle chose et pas telle chose, et on vote avec des cartes. Mais est-ce que l'opinion publique française serait prête à ça, à voter pour 30 choses à la fois? Alors déjà, cette démocratie directe américaine, elle est très mal connue en France. Non, mais quand on en parle, là vous en parlez, il y a la moitié des États américains, à peu près tous les États de l'Ouest américain, qui ont cette solution de démocratie directe. Ils appellent ça des initiatives ou des référendums. Donc vous pouvez contester une loi, vous pouvez en proposer une autre, et on vote sur tout. On vote sur la légalisation du cannabis jusqu'à l'augmentation des impôts, et ça se passe. Alors évidemment, il y a des campagnes, ça se passe jamais dans le sens qu'on veut. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment où la démocratie américaine est devenue très polarisée, vous voyez bien que les démocrates, les républicains ne s'entendent plus sur rien du tout. Et que tous les sujets sont lus à cette grille-là. Les armes à feu, l'avortement, l'immigration, l'économie. On est démocrate ou républicain. Et bien, dès qu'on fait voter les gens, ils sont plus démocrates ou républicains. Ils trouvent des solutions de consensus. Sur l'avortement, vous avez vu le drame que ça a été. C'est un drame légitime. Et bien, il y a eu des référendums au Kansas, dans le Kentucky. On a fait voter, qui sont des États très républicains, rouges. On a fait voter les gens, et ils n'ont pas du tout été pour l'interdiction de l'avortement. On a retrouvé des majorités
stupéfaction des majorités républicaines pour dire écoutez, non, on ne va pas interdire l'avortement, ça n'a aucun sens. Ça leur permet de devenir acteurs. On retrouve l'espèce de bon sens, bon sens commun par rapport à la polarisation politique qui devient effrénée. On a une toute petite minute, donc ou on part en pub ou vous faites un teasing. Vous nous faites le teasing pour la deuxième partie. Il faudra nous dire en Europe notamment, quand même, parce que là c'est les États-Unis, on a souvent l'habitude de dire que c'est pas vraiment notre système à nous. Il faudra nous dire comment en Europe ça se passe, notamment en Estonie par exemple. Visiblement ça se passe pas mal là. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Gilles Montré est avec nous, président cofondateur d'Electis. On parle d'élections et de vote électronique aussi. Et on vote à la fin pour ou contre Electis. Moi j'ai voté pour vous tous, pour que vous restiez le plus longtemps possible. Allez, restez avec nous. Sinon, on vient au sommet citoyen et on vote. Et il y aura un vote organisé par Electis. Et comme ça, on pourra voir en vrai ce que ça donne. Je suis candidat. Ça c'est malin. Je regrette de ne pas avoir eu cette idée. Allez, vous restez avec nous, c'est les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et en parlant de vraies voix qui font bouger la France, il y a des projets qui peuvent faire bouger la France avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros, le G500, et Gilles Montré qui est avec nous. Rebonsoir Gilles. Et on parle de ce vote électronique puisque vous êtes président fondateur de Electis. Le vote électronique, peut-être reprendre la question avec vous Stéphane Pellet, plus démocratique, plus local, plus... Là, à l'instant, finalement en France on vote pour les grandes élections, il y a encore un peu de participation quand même à la présidentielle, 80-85%, puis après ça s'étiole, c'est le cas de le dire, et en fait on s'aperçoit que les gens aimeraient voter plus souvent, et vous proposez une plateforme, aussi bien pour les collectivités locales que pour les entreprises, de façon à ce que les gens s'expriment plus régulièrement. On voudrait savoir notamment comment vous pourriez le faire de façon concrète, peut-être d'ailleurs vous allez nous citer quelques exemples, mais avant on voulait aussi vous entendre sur d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'il y a des endroits où on fait mieux que la France, tout simplement? Bien sûr. En fait, il y a un mouvement. Il n'y a que ça, parce qu'on ne fait rien en France. Bravo. C'est une question simple. Il y a des pays où on ne vote pas du tout. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de pays européens qui sont comme nous où il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a des pays où il se passe des choses. Alors, il y a l'Estonie, on en parlait tout à l'heure. L'Estonie, petit pays qui a dû s'inventer entièrement à la chute de l'Union soviétique, qui a tout fait électroniquement. En Estonie, vous avez une carte d'identité numérique, vous avez vos données numériques qui sont accessibles en ligne. Quand une administration consulte vos données, on vous demande la permission. Donc c'est vraiment un monde complètement différent. Et là, on vote électroniquement. Et là, on vote électroniquement aux élections nationales, qui, une fois de plus, ne me paraissent pas la priorité du tout pour la France. Mais ça prouve que c'est sécurisé. Ils sont quand même en face de la Russie. Je veux dire, si jamais le grand ours russe avait voulu entrer dans le vote électronique, il l'aurait fait. Avec un taux de participation élevé. Avec un taux de participation qui a augmenté grâce au vote électronique, alors qu'il a baissé partout ailleurs en Europe. Deuxième exemple que j'ai envie de donner, pour ne pas parler de la Suisse, parce que le problème c'est la Suisse, c'est formidable ce qui se passe en Suisse, mais on a toujours l'impression que c'est une image d'Épinal. En Italie, vous avez énormément de référendums. Il y a cette possibilité dans la Constitution, il y en a encore eu un récemment sur la politique pénale, où des partis, des régions, des citoyens, ce fameux référendum d'initiative citoyenne, fonctionne et il peut y avoir des référendums. Problème, évidemment, comme toujours, les gouvernants veulent garder ça sous contrôle, donc des seuils très élevés, et donc c'est très rare qu'il y ait suffisamment de participation pour que les lois passent. Mais même en France. Alors, pardon, je vous coupe Stéphane. Est-ce que c'est une sorte de RIC en fait, ce que les Gilets jaunes voulaient? Est-ce que ça pourrait participer à ça? Mais je pense que, d'ailleurs, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Lorsqu'on veut faire du référendum, il faut nécessairement qu'il y ait aussi du référendum d'initiative citoyenne. Parce que sinon, c'est que du plébiscite. Si c'est que les gouvernements, que les personnes élues qui décident de faire voter, à un moment on va se dire bon, ils testent leur popularité. Il faut que des citoyens puissent à un moment dire désolé, vos sujets c'est pas les bons, c'est pas les nôtres, voilà ce sur quoi il faut voter. Et arrêtons de faire du RIC une espèce d'épouvantail qui viendrait des extrêmes. Ça fonctionne dans d'autres pays. Alors justement, peut-être concrètement, non, on va peut-être savoir ce qui se passe du côté de notre bonne ville avec laquelle vous avez travaillé. Est-ce que nous avons, Cécile, Philippe, est-ce que nous avons Philippe Dardier? Il est là. Il est là, absolument. Philippe Dardier est avec nous. Alors peut-être vous allez nous raconter ce qui se passe dans votre commune. Est-ce que justement vous rompez un peu avec cette monotonie française où on voterait finalement tous les 5 ans seulement? Vous avez proposé des référendums. Expliquez-nous comment vous avez fait avec Electis. Oui, mais je vais surtout laisser parler Philippe, puisqu'il a été à la manœuvre. Donc nous, on travaille avec plusieurs villes en France pour permettre justement
à des maires, à des équipes municipales, d'interroger leurs citoyens, de les consulter sur des sujets sur lesquels ils estiment qu'ils n'ont pas reçu un mandat pour 6 ans de tout exécuter. Donc on travaille avec Neuilly-sur-Seine, on travaille avec Caen, on travaille avec Paris. Là, on a fait une élection dans le 17e arrondissement. Et on a d'autres projets. On travaille dans le sud-ouest de la France où on a fait des élections là un peu plus polémiques, où un maire voulait donner son parrainage, vous vous souvenez, au moment de la présidentielle, il a dit moi je n'ai pas été élu, pour donner mon parrainage. À qui dois-je le donner? Et donc on l'a fait avec Electis. Donc vous voyez, il y a énormément de sujets, depuis des conseils municipaux des jeunes jusqu'à des réactions avec les parents d'élèves sur lesquels on peut travailler directement en vote électronique. Alors Philippe Dardier, vous avez mis ça en place à Neuilly-sur-Seine, le vote électronique? Oui, effectivement, on a mis ça en place il y a à peu près 18 mois, juste à l'issue des élections municipales. Le maire Jean-Christophe Fromentin a souhaité justement mobiliser plus la population et on a trouvé cette solution très intéressante pour un ensemble de raisons. La première, c'est sur une blockchain, c'est très sécurisé. Deuxièmement, c'est open source, ce qui veut dire que c'est accessible. Attendez. Blockchain, blockchain, in French, please. Je suis désolé, c'est la terminologie consacrée même en français. Et les anglicismes qui basculent en français, je ne peux pas galliciser le mot, j'en suis absolument désolé. Mais ça veut dire quoi? Expliquez. Blockchain, si vous voulez, c'est une espèce de code, du hard code, donc qui n'est pas modifiable, qui ne peut pas changer, qui est un registre qui est immuable et inchangeable. D'accord. Donc, il y en a un peu en ce moment, on en parle un peu en ce moment de la technologie. Pourquoi ça nous intéresse au titre de Neuilly? Plus précisément, c'est une technologie sous-jacente à Electis, c'est que ça garantit une sécurité parfaite, une traçabilité parfaite du vote, tout en gardant l'anonymat des électeurs. Et comment réagissent les administrés justement à ces questions de vote sur des sujets qui font leur quotidien justement? Oui, alors comme vous le dites très justement, historiquement, il est très compliqué d'organiser un référendum pour savoir les dates d'ouverture d'une piscine ou des sujets, on va dire, qui sont importants pour les administrés, mais c'est impraticable en termes de vote. Donc, cette solution qu'on a prise était très adaptée, souple, et on a pu la déployer sur deux segments initialement. Le premier, c'était pour les choix des livres de la bibliothèque. Donc le maire a souhaité que les administrés puissent choisir les livres qui étaient mis dans la bibliothèque et ça a été un grand succès. Le deuxième, c'est la programmation du cinéma municipal. Donc ça, c'était le point de départ. Et c'était une grande réussite avec plusieurs milliers d'administrés qui commencent à voter toutes les semaines, tous les mois pour les livres et toutes les 2 semaines pour le cinéma. Et on fait ça depuis à peu près 18 mois. Plus récemment, on s'est lancé dans quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire le conseil municipal des jeunes. Donc Jean-Christophe Fromentin a souhaité que le conseil municipal des jeunes puisse avoir son propre scrutin et on est passé donc par Electis avec l'adhésion évidemment des collèges et des lycées et ça a été aussi une grande réussite. Et ce qui est très intéressant. Excusez-moi. Non, je voulais vous demander, pardon, en vous coupant, est-ce qu'il y a des sujets, peut-être que tout doucement, c'est-à-dire que vous allez aller certainement sur des sujets un peu plus lourds, sur des budgets, sur des prises de décision autres que les livres. J'imagine que c'était pour tester, mais est-ce que des sujets un peu plus importants vont être portés par le vote électronique ? Alors, je ne pense pas que le budget, on est quand même dans un mode de démocratie représentative, donc il y a des conseillers municipaux qui ont chacun leur spécialité, qui votent pour les citoyens. Par contre, il y a des sujets qui sont beaucoup plus, on va dire, qui font appel à un choix individuel, et dans ces cas de figure, on s'est servi du vote électronique. Encore une fois, c'est le maire qui a souhaité ça pour justement mobiliser plus les citoyens et les administrés, et se trouver dans une situation beaucoup plus, on va dire, légitime sur les sujets qui n'étaient pas traités historiquement, faut pas l'oublier. Excusez-moi, je me pose une question. Comment on fait pour traiter les listes électorales? Parce que parfois, malheureusement, il y a des électeurs qui arrivent, il faut les accueillir, mais comment est-ce qu'on fait pour les modifier? Et puis, il y en a parfois ça arrive aussi, qui passent de vie à trépas, ils peuvent voter après, si quelqu'un a le code, comment ça se passe? Parce que ça, c'est une question qu'on doit se poser, je pense. Bien sûr. Alors, on a des systèmes d'identification maintenant qui fonctionnent très bien. Vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle France Connect. On a, qu'en France, il y a les impôts, il y a tout là. Voilà. Et les collectivités locales ont le droit d'utiliser France Connect et donc ça permet d'avoir une base pour adresser les citoyens. On peut aussi faire des envois postaux de codes. Comme vous l'avez peut-être reçu dans des élections prud'homales. On vient de faire une élection là, dans le 17e arrondissement, entre 2 projets d'urbanisme pour une place. Il était très important que ce ne soit que les riverains du quartier en question qui votent. Ils ont reçu leur code par la poste, ils ont pu voter. Donc on voit qu'on peut avoir une identification très fiable. Mais il y a des sujets aussi sur lesquels
c'est pas très grave si c'est pas exactement les bonnes personnes, parce que on est toujours un peu obsédé. Faire voter les morts, c'est pas ce qui se fait mieux. En fait, s'il s'agit de choisir les livres ou les films de la vie, voilà. Il n'y a pas d'enjeu. C'est très important de rester très pragmatique. Il y a des sujets sur lesquels il faut qu'il y ait le maximum de participation, et c'est pas très grave s'il y a des gens de la commune d'à côté qui votent, notamment le cinéma municipal. D'autres sur lesquels il faut être absolument intransigeant, parce qu'il s'agit de la souveraineté municipale. Gilles Montré, est-ce que ça veut dire que sur des sujets plus importants, parce que l'intérêt c'est de monter en gamme, à un moment donné, ce seront des sujets et des potentiels qui pourront peser sur la région, sur le département, et peut-être un peu plus haut. C'est qu'à un moment donné, des votes massifs dans des communes qui pourraient s'allier, ça puisse créer quelque chose, un basculement. C'est tout à fait l'idée. Tout à fait l'idée. Là, bien sûr, on est dans une phase où tout le monde on découvre la démocratie participative, la démocratie directe, électronique, numérique. Mais on voit que le champ des possibles est très important. Déjà, les départements, les régions commencent à faire des conventions citoyennes, à réfléchir sur des grandes orientations qui vont au-delà de l'élection tous les 6 ans. Chiche, prenons les conventions citoyennes. Pourquoi on ne demande pas ensuite aux citoyens de voter sur les conclusions en disant oui, on prend pas. Il y a déjà la région Occitanie qui l'a fait, d'autres régions qui se mettent en place. Et non pas des gens tirés au hasard. Et pas que des gens tirés au hasard, c'est très bien pour faire un débat, proposer des idées, mais c'est pas la légitimité du vote. En tous les cas, ce soir, on peut lancer un appel même à tous les auditeurs et bien sûr à tous les maires, parce qu'ils sont nombreux à nous écouter. Absolument. N'hésitez pas, en fait, si les habitants vous disent est-ce qu'on a le droit d'utiliser la tondeuse à gazon le dimanche ou pas, etc. Eh bien, je lance un vote électronique. C'est très important dans une commune. Oui, je vous assure, quand vous avez des voisins, c'est très important. Et que vous n'avez pas de pelouse et que lui, il en a une, c'est primordial. Et surtout quand elle est grande et qu'il fait ça entre 14h et 16h. En tout cas, merci beaucoup Gilles Montré d'avoir été avec nous, président, fondateur Electis. On va suivre bien entendu ce dossier. Et merci à notre second invité. Ça y est, j'ai perdu Philippe Dardier de la ville de Neuilly-sur-Seine. Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir exposé votre nouvelle théorie, et espérons qu'on ira très très loin. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous emmener. Vous connaissez le Vendée Globe? Ah voilà. Oui. Ça fait rêver, ça. Ah oui. Avec une nouvelle façon de réfléchir le sponsoring. Exactement. Et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est avec vous, Aurélie Gros. C'est plutôt beau, parce qu'on parle culture. Absolument. On aime bien Sud Culture Radio. et course. Et sport. Course et jeunesse et éducation. Donc, des beaux projets. On parle de moi alors. Citoyens, exactement. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue dans Les Vraies Voix Citoyennes. Vous êtes en direct avec nous sur Sud Radio jusqu'à 20h. L'art devient un sponsor avec vous, Aurélie Gros. Une belle initiative d'un skipper, Nicolas Rouget, qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir, oui, vous avez raison, il est un peu tard. On parle d'une belle course aussi, la course à la voile de Vendée Globe. Exactement, on est ravis d'avoir Nicolas Rouget en ligne aujourd'hui avec nous, puisqu'il nous appelle plutôt du Sud. Donc c'est un rapport, comme tu le dis, avec le G500. On sera bientôt dans le Sud, on pourra peut-être voir son bateau. Et dans le Sud, il n'y a pas la lumière. Il y a contre-jour, mettre dans la lumière, notre skipper. Comme dirait la chanteuse, entrer dans la lumière. Nicolas Rouget prépare les courses à la voile comme le Vendée Globe, mais il le prépare d'une manière relativement exceptionnelle et de manière absolument pas classique, puisqu'il a décidé, parce que vous savez combien ça coûte, ces courses, c'est un budget énorme, il faut beaucoup de sponsors pour espérer partir et pour espérer gagner. Et lui, l'argent c'est le nerf de la guerre, effectivement, mais il a trouvé une alternative unique, c'est-à-dire mêler l'art et la course. Et j'aimerais, Nicolas, que vous nous expliquiez un petit peu quel est votre projet, plus qu'un projet maintenant, votre plan. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, merci de m'accueillir et merci de vous intéresser à ce beau projet, effectivement, que j'ai monté maintenant il y a presque un an. Pour arriver à faire le Vendée Globe, il faut acheter un bateau, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc je voulais trouver une idée un petit peu différente de ce qui existe déjà. Et moi, je suis originaire de Sète, et à Sète, il y a beaucoup d'artistes, dont un en particulier qui s'appelle Hervé Di Rosa, que je connais un petit peu, qui est un ami, et que je suis allé voir un petit peu au culot aussi. Et je lui ai dit, Hervé, j'ai une petite idée qui pourrait te plaire. Qu'est-ce que tu en penses si demain je te demande de peindre la totalité de mes voiles avec ton art et de faire le dessin que tu veux, absolument, tu fais ce que tu veux. Et on découperait cette voile et on la vendrait comme une œuvre d'art à des collectionneurs.
Et ça nous permettrait de financer le bateau, le projet, le Vendée Globe, la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, le record de la traversée de la Méditerranée et le Vendée Globe qui est pour moi la dernière grande aventure humaine. Et Hervé a accepté tout de suite. Alors le projet était un peu fou puisque moi j'avais rien du tout avant, il y a un an j'avais rien. Il a tout de suite accepté et on a mis ça en place avec l'école des beaux-arts de la ville de Sète parce qu'ensuite il a fallu... c'est compliqué de peindre des voiles qui font 300 mètres carrés. Ouais. Et on a mis ça en place et aujourd'hui l'œuvre a été peinte, elle est stockée au musée Paul Valéry et moi je vais partir avec un flocage de l'œuvre originale de manière à ce que tous les collectionneurs qui décident de m'accompagner dans ce projet récupèrent à mon retour du Vendée Globe l'œuvre originale d'Hervé Di Rosa et la partie de ma voile qui correspond à l'œuvre, de manière à ce que le support de l'œuvre soit la voile qui ait traversé tous les océans de la planète. Mais au vu de votre expérience, vous êtes quand même un navigateur aguerri, pourquoi vous n'avez pas voulu passer par les manières classiques, aller chercher des sponsors, financer votre bateau? Pourquoi avoir voulu, parce que c'est exceptionnel de mettre Hervé Di Rosa, c'est la première fois que ça existe, ça veut dire que la pub se trouve plus sur la coque du bateau, j'imagine, en tout cas les partenaires qui auront financé une partie de la voile. Pourquoi vous avez fait ça? D'où vous est venue cette idée? C'est quand même assez surprenant et pour génial. rebondir sur ce que dit Aurélie, est-ce que c'est pas ça la liberté justement? Pas de sponsor? Ouais, effectivement, c'est un projet. C'est moi, moche, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Après, c'est un projet qui a mûri. Il y a le Covid qui est passé par là. J'ajoute que dans mon projet, j'ai un parrain. Effectivement, le parrain du bateau s'appelle Ayam. Qu'à la base, Ayam devait, parce que je pense que c'est un média tout seul, et en étant parrain du bateau, on devait faire un immense concert à Marseille d'Ayam gratuit pour lancer mon projet. Le Covid étant passé par là, on n'a pas pu mettre en place ce projet. Il y a eu 1 an de réflexion et ensuite, l'idée de faire peindre mes voiles par Hervé est arrivée dans ce projet. Moi, ce que je voulais, c'est... Il y a 2 axes là-dedans. Il y a à la fois, je voulais quelque chose de différent, je voulais que mes partenaires puissent savoir... Quand on fait du sponsoring, on finance un événement sur une période donnée. Mais moi, je voulais qu'ils puissent garder une trace pour toujours de l'aventure qu'ils aient faite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve que la voile est un milieu fermé. Le communautarisme est quelque chose qui m'a toujours un petit peu dérangé. Et je voulais ouvrir la voile et mon aventure au plus grand nombre. Donc en mettant l'art là-dedans, je trouve que des gens qui s'intéressent à l'art pouvaient s'intéresser à la voile ou en tout cas aller le regarder. Et en mettant Ayam avec ses musiques urbaines, cette culture urbaine, etc., je trouvais que des gens sans faire aucun amalgame jamais, mais des gens qui sont plus intéressés par d'autres sports puissent se dire tiens, puisque Ayam va là-dedans, pourquoi on n'irait pas regarder ce qu'est la voile et ce qu'est cette aventure? Est-ce que ça peut... Pardon, je vous coupe. Est-ce que ça peut créer un précédent? Est-ce qu'à un moment donné, parce que forcément, le Vendée Globe, en tout cas toutes ces grandes courses, on les voit tout le temps à la télé, on dit toujours qu'il faut réconcilier la culture avec une jeunesse qui s'en désintéresse un petit peu par le prisme d'un sport de haut niveau, les valeurs du sport, de l'art. Est-ce que ça, on peut imaginer que demain, les bateaux finalement qui vont prendre le large des grandes courses soient tous avec des artistes, serait extraordinaire. Ça veut dire que vous allez ouvrir une voie peut-être. Un musée. Je sais pas pourquoi pas. Moi, ce que je veux, c'est raconter mon histoire, c'est vivre mon aventure. Ça, c'est mon histoire personnelle. Ouais. Et puis derrière tout ça, si moi, des enfants, en regardant les dessins d'Hervé Di Rosa, qui sont assez simples, puissent se dire tiens, c'est joli l'art, et puis se trouver des vocations, je trouve que j'aurais finalement tout gagné. Hein. Il suffit de sauver une personne et on a tout gagné. Il y a à la fois la musique, la peinture, il y a tout dans ce projet. Puis la voile, c'est aussi la géographie, c'est aussi ça ouvre plein de métiers, c'est l'écologie, c'est sensibiliser à plein de choses. Et ce qui est intéressant dans votre démarche, si je comprends bien ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a Ayam, alors avec une dimension rap qui plaît aux jeunes, donc plutôt culture populaire, et à côté de ça, Hervé Di Rosa, qui est artiste d'art contemporain, donc plutôt culture élitiste, et c'est un peu la réunion, c'est-à-dire arrêter cette guerre des 2 roses entre la culture populaire et la culture élitiste pour ramener un sport qui est hyper réservé. Donc je pense que c'est aussi le message que vous voulez passer pour la jeunesse, c'est-à-dire que cette jeunesse qui s'intéresse à Ayam va peut-être s'intéresser aussi à l'art contemporain et à un sport qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai que c'est assez amusant. Oui, allez-y.
Non, mais vous êtes journaliste, vous avez toujours des bons mots. Bref, c'est exactement l'idée. Hein. Je vous remercie. Moi, je suis pas journaliste, mais j'ai toujours des bons mots. C'est mieux qu'une journaliste. Et puis ça va dans les deux sens, parce qu'il y a aussi des gens d'un âge plus avancé qui, en écoutant, et en regardant la voile, finalement, peuvent s'intéresser à la musique urbaine. Et puis finalement, enfin, on y voit. Chacun peut prendre ce qu'il veut dans ce projet. Encore une fois, moi, mon but, c'est de raconter une belle histoire, de le faire d'une manière un petit peu différente. Je suis très fier de ce projet qui est compliqué, hein, mais qui avance. Il faut, il faut y croire tout le temps. Mais là, je termine la route du Rhum. On a réussi à prendre le départ, à terminer la route du Rhum. Donc, on se qualifie au fur et à mesure pour le Vendée Globe. C'est encore dans 2 ans. Et je suis très content de la manière dont les choses avancent. Mais on peut, je sais pas, c'est un petit peu un pied de nez, effectivement. Les voiles sont des espaces publicitaires et font la promotion de grandes entreprises. Et c'est très bien, parce que c'est pas les mêmes budgets et ça fait avancer ce sport. Moi, c'est plus une histoire d'aventure et je suis très content d'avoir un bateau différent et de raconter une histoire différente. Nicolas Rouget, le monde des skippers du Vendée Globe ou de la Route du Rhum, c'est un tout petit monde, c'est un microcosme. Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos collègues navigateurs, quand vous leur avez parlé de votre projet? Ils sont jaloux. Extrêmement bien, parce que j'en ai pas parlé, je l'ai mûri de mon côté, mais finalement, la plupart, j'étais très content de ça et très surpris. Ils sont très contents parce que finalement je prends la place de personne. J'arrive avec une histoire qui a été pensée. Je démarche pas de société, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont capables de financer des projets pareils. Et je fais mon aventure dans mon coin et je raconte mon histoire dans mon coin. Et finalement ils sont très contents. Et je permets à plein d'entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'arriver dans des courses aussi prestigieuses que Route du Rhum, Transat Jacques Vabre ou Vendée Globe, de pouvoir inscrire leur nom dans ces courses mythiques, parce que c'est quand même pas les mêmes budgets et donc j'ai des très bons j'ai eu un très bon accueil. On verra l'accueil justement du directeur des Beaux-Arts de Sète qui est avec nous dans quelques instants, Philippe Saul, qui nous racontera effectivement votre histoire, mais du côté forcément des Beaux-Arts, pour nous raconter comment ça s'est passé, j'imagine. On en parle dans quelques instants. C'est les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est le G500, toutes ces belles histoires qui sont racontées tous les lundis soirs. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. C'est un projet de grande envergure qui fait 300 mètres carrés. Comme ça, mais qui va se développer sur toutes les eaux du monde entier. Le skipper Nicolas Rouget est avec nous. Une course à la voile, enfin plusieurs courses à la voile, où on mélange l'art et finalement et la voile, Aurélie Gros. Extraordinaire. Et un projet, on résume en quelques secondes, un projet incroyable. C'est assez marrant, puisque c'est vrai qu'on dit souvent toile, la toile d'Hervé Di Rosa, qui devient une voile, qui sont des mots relativement proches, et dans le monde en plus de la navigation, c'est un mot qui veut dire quelque chose, et c'est une première idée, c'est une première. Il n'y aura pas de publicité sur cette voile-là, donc ça va être le bateau le plus regardé du Vendée Globe. En tout cas, nous, on ne verra que celui-là. Et c'est Hervé Di Rosa qui est beaucoup investi, notamment dans les projets pour la jeunesse, et ce que j'aimerais qu'on discute. Alors même si je sais qu'on doit accueillir Philippe Saul par téléphone, qui est le directeur des Beaux-Arts de Sète. On va lui dire bonjour d'ailleurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Mais c'est vrai que Hervé Di Rosa s'est investi énormément pour la jeunesse, notamment avec ses écoles d'application. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des façades peintes par Hervé Di Rosa à Grigny, dans les quartiers populaires. Et en fin de compte, ce projet-là, c'est aussi ça, c'est ramener toute cette jeunesse vers ce sport, toute cette jeunesse vers l'art contemporain, vers IAM, qu'ils connaissent un peu plus que le sport de la voile. Et c'est un beau projet de cœur, qui a un projet aussi éducatif. Et c'est là-dessus, c'est sur l'éducation, sur la jeunesse que j'aimerais qu'on échange. Mais on va d'abord parler du projet de la toile avec Philippe Saul. Alors Philippe Saul, quand on est directeur des Beaux-Arts de la ville de Sète, comment est-ce qu'on réagit face à un projet quand même qu'on va qualifier d'assez iconoclaste? Alors je trouve pas ce projet... bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Je trouve pas ce projet iconoclaste du tout, au contraire, iconodule. Je suis un amoureux des images. Et donc, quand j'ai vu arriver Nicolas dans mon bureau, mon petit bureau à l'école des Beaux-Arts à Sète, qui est une personne très puissante, pleine d'énergie, et qui a un projet complètement fou, complètement à la fois raisonné et génial.
Je me suis dit, il faut foncer, c'est super. Moi, j'adore la voile. J'ai fait beaucoup de voile aussi. Je connais un petit peu ce milieu, mais j'ai jamais fait de course, bien sûr, mais j'ai pas mal navigué. Et je sais l'enjeu que ça représente, l'argent que ça représente, l'investissement fou que ça représente, et le courage qu'il faut pour s'engager dans des courses comme ça. Ah oui. Donc voilà, quand il m'a dit Hervé Di Rosa est OK, j'ai dit écoute, je vais faire mon possible pour t'aider, voilà. Et votre action, ça a été quoi finalement? Mon action, ça a été un petit peu de faire ce qu'on pourrait appeler de la production, c'est-à-dire contacter des peintres qui sont aptes à faire ce genre de reproduction en très grand format. Oui. Donc ce sont Michael Perronard et son frère Martine Perronard. Génial. Qui sont à Montreuil. Donc j'ai mis un certain temps à trouver des artistes peintres capables de faire ce genre de chantier. Donc agrandir une toile qui faisait à peu près, enfin pas une toile, un document numérique qui faisait à peu près 1,80 m de haut sur 26 mètres de long. Donc vous voyez la multiplication. Donc tout au carreau, on a fait ça tout au carreau à l'ancienne, en reproduction, en dessin, et ensuite peint, le tout à peu près en 3 semaines, grâce aux frères Perronard qui ont fait ça sur toile à peindre. Donc vous disiez tout à l'heure, la voile, la toile, on est passé vraiment d'un projet de voile à un projet de toile, surtout à la peindre, en toile de lin, à prêter, etc. Donc c'est un beau projet. Nicolas Rouget, est-ce qu'on fait intervenir des experts particuliers? Parce que donner un prix à un tableau, oui, mais donner un prix à une voile de 300 mètres carrés, est-ce que il a fallu mettre des experts? Finalement, comment on arrive à donner un prix à une telle œuvre? On fait comme dans l'immobilier, on met un prix au mètre carré. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Alors on en a discuté avec Hervé Di Rosa, avec Philippe, etc. Et en fait, nous, on s'adresse à des collectionneurs, on découpe la voile par morceaux d'1 mètre carré. Oui. Et on vend 1 mètre carré systématiquement d'une partie de la voile. Et on en a discuté avec eux par rapport au budget total que représente ce projet jusqu'à milieu 2025, puisque le Vendée Globe partira en novembre 2024. Mais que moi je vais partir pendant 3 mois, donc je rentrerai en février 2025. Et avec cette surface-là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut comme budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on a regardé avec la cote de l'artiste, mais c'est difficile de raisonner comme ça. Ça, c'est plus Philippe ou Hervé qui répondent à ce genre de questions, parce que moi, je suis pas du tout artiste. Hein. J'ai pensé à cette idée. Non, mais c'était juste la question. On va lui reposer la question, mais est-ce que c'est une tarification? Alors, j'imagine que c'est en fonction du budget dont vous aviez besoin, mais il y a forcément, quand on est collectionneur, on achète le juste prix. Oui, mais ils achètent l'histoire aussi, je pense. Oui, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est qui a fait le tour du monde. Oui. Voilà, c'est un storytelling passionnant parce qu'il y a d'une part la toile qui sera d'un côté d'1 mètre carré découpé et de l'autre côté 1 mètre carré de voile, donc en carbone, qui elle sera découpée et mise en verso. Donc ça raconte une histoire intense et assez globale, quoi. En fait, c'est pas simplement 1 mètre carré de toile d'Hervé Di Rosa. Et pour Sète, la ville de Sète, vous allez, les gamins, enfin les jeunes des écoles de voile de Sète vont participer à l'entretien, à la mise en place du bateau, c'est bien ça? Moi, je suis pas lié. Non, c'était pour Nicolas. Oui, oui, Nicolas. Oui, absolument. On est en train de mettre quelque chose avec à la fois la ville de Sète et aussi la ville de Marseille, parce que j'ai cette double casquette. Hervé Di Rosa fait une exposition au MUSEM cette année. La ville de Marseille accueille le MUSEM qui est à Marseille, pardon. La ville de Marseille accueille les épreuves de voile pour les Jeux Olympiques en 2024. Et l'histoire a démarré à Sète, donc on va le faire avec ces deux villes. L'idée, c'est on travaille en collaboration avec les mairies et moi, je suis très attaché à ce que les enfants puissent venir à bord de mon bateau pour prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Alors à la fois cette voile, la culture, à la fois cette musique, l'écologie, enfin vraiment parler de ce projet, mais c'est des choses qu'on fait. Il faut une volonté politique des villes pour qu'ils puissent nous ouvrir les portes des écoles. Mais les deux villes sont pour ça répondent présents. Stéphane Pellet. Nicolas, je crois que quand un bateau, notamment par rapport à la taille de sa coque, a une grande voile, on dit qu'il est très toilé.
Absolument, absolument. Voilà. Entre Marseillais, on se comprend. Voilà. Ah d'accord, ça veut dire quoi être très toilé? Oui, non, on aimerait bien savoir. Avoir une très grande voile avec une énorme puissance. Moi, je me dis que vous êtes encore plus obligé d'aller au bout et de gagner, hein, forcément. Là. Ah, si vous gagnez le Vendée Globe, on va arroser ça. Hein. Au bout, il est certain que j'irai au bout. Alors, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Je vous avoue que c'est pas toujours très droit, mais il est certain que on n'a pas le droit, avec une telle histoire, de ne pas aller au bout de cette histoire et de ne pas réussir à terminer le Vendée Globe. Et c'est en plus, si vous gagnez, le prix de la toile sera double. Hein, j'ai une dernière question. Comment on peut vous aider? Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous nos auditeurs, à toutes les personnes qui nous écoutent, peut-être relayer la toile? Oui. Allez-y. Oui, bien sûr. Alors nous on est actifs et on est présents sur les réseaux sociaux. Hein, Nicolas Rouget, sur la toile. Tout est visible sur les réseaux et vraiment tous les gens qui me rejoignent dans cette aventure, il y en a eu beaucoup qui sont arrivés pour le départ pour la route du Rhum. Moi j'ai une certitude, c'est qu'on vit des émotions incroyables. Aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans, on a à bord de nos bateaux des communications qui nous permettent d'échanger, de faire des visios assez régulièrement. On partage énormément de choses et c'est une aventure. Il y en a beaucoup d'ailleurs parce que là cette année il va y avoir le record de la traversée de la Méditerranée, il va y avoir la Transat Jacques Vabre, il va y avoir le retour de la Transat Jacques Vabre, il va y avoir New York, Brest l'année prochaine, il va y avoir le Vendée Globe. Et puis moi j'ai très envie de partager toutes ces aventures avec le maximum de monde, quoi. Bon, en tout cas on va relayer sur nos réseaux sociaux pour vous faire entendre le plus possible avec les réseaux sociaux de Sud Radio. Merci beaucoup Nicolas Rouget. Le nom du projet quand même. Absolument. Demain c'est loin. Demain c'est loin. Voilà. Et merci beaucoup Philippe Saul d'avoir été avec nous, directeur des Beaux-Arts de la ville de Sète, une ville qu'on aime beaucoup. Et un petit coup de fil. Oui, un petit coup de fil. Vous vous souvenez de Sarah Guinan, cette jeune étudiante engagée très engagée, même toute jeune, qui s'est engagée à l'âge de 16 ans à peine, qui a créé l'association, la Virtual Class, association de soutien scolaire. Soutien scolaire. De soutien scolaire, oui, je me souviens très bien. Qui aujourd'hui continue à avancer dans son aventure. Elle a monté ça il y a 3 ans pour le Covid. Depuis, c'est plus de 400 élèves soutenus, 400 heures de cours dispensés dans les 4 coins de la France. Et ça, que des étudiants, que des jeunes qui font ça pour aider les élèves en difficulté. Eh bien, leur activité aujourd'hui s'est élargie. C'est-à-dire ils ont monté le tutorat, c'est-à-dire qu'ils suivent des jeunes en difficulté, ils leur redonnent confiance, ils essayent. À Sarah. Eh bien, Sarah, je crois, est arrivée, elle est là. Ça y est. Sarah est là. Sarah, bonsoir Sarah. Bonsoir, merci d'être avec nous. On parlait de cette belle association Virtual Class. L'ambition que vous aviez est récompensée. Sarah ? Oui, allô ? Oui, on vous entend. On disait l'ambition que vous aviez vient d'être récompensée puisque finalement votre activité s'est élargie. Oui, c'est ça. Et en fait, entre-temps, on a mis en place plusieurs projets. Comme vous le savez, il y a le bac qui est dans moins d'un mois. On a mis en place notamment justement des tutorats dans plusieurs matières, donc notamment les spécialités, des épreuves de bac blanc, donc en mathématiques, en physique et en SVT. On prépare également un week-end de révision pour s'entraîner au bac dans les semaines à venir. Tout ça se prépare rapidement. Et on met également en place plusieurs activités vis-à-vis de l'oral, du grand oral, ainsi que de l'oral du bac de français. Donc là, on a mis plusieurs petits ateliers au sein de l'association, toujours gratuits, pour accompagner cette préparation du bac. Et on travaille toujours sur l'écriture et la réédition du livre. C'est bien. Eh ben, c'est une belle opération et espérons que ça dure et que vous agrandissiez encore. La virtuelle class. Si les jeunes ont besoin, c'est des jeunes très 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 engagés. Et motivés. Virtual Class. Sarah. Merci beaucoup Sarah. Et continuez à nous tenir informés de l'avancée de ce projet qui est même plus un projet à venir parce qu'il y a tellement de choses qui pourront venir. Merci beaucoup Stéphane Pellet. Merci beaucoup Aurélie Gros de nous avoir fait voyager sur les eaux. Oui. Voilà, c'est les eaux du vote et les eaux des globes du vote.
C'est ça. Et les Olympides. Et les Olympides de la Méditerranée. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur le compte de Nicolas Rouget, skipper, allez voir navigateur, allez voir, et si vous pouvez relayer sur les réseaux sociaux, plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Merci beaucoup, on vous retrouve lundi prochain. Lundi prochain. Plaisir. Et merci d'avoir été avec nous et merci pour ce joli travail au quotidien. On remercie nos équipes. Oui. Merci Aurore, merci Aude, merci Benoît et merci beaucoup Justine. Et nous on se retrouve demain à 17h. Demain 17h, tout de suite le Loft Music d'Yvan Cujous qui reçoit Pierre Demer et Hervé Samb. Mais avant on parle de votre argent. Conseil de famille avec Stéphane Pellet. À demain. Salut.